Voilà, nous sommes ensemble ce jeudi soir, comme à l'accoutumée, pour enregistrer l'émission Lokios qui va être diffusée sur la télévision le vendredi à 20h, le samedi soir à 18h et le dimanche matin à 10h. Voilà. Avec nous ce soir, bonsoir Maître Philippe Saint-Cyr, comment ça va? Eh bien, ça va encore, ça va. Je voudrais saluer les téléspectatrices et les téléspectateurs. J'ai deux actualités très rapides. Je t'en prie. La première, on en parlait tout à l'heure en antenne, c'est que nous avons pris aujourd'hui le décès de notre ami Alex Cyprien. Alors je voudrais lui rendre particulièrement hommage parce que je l'ai connu durant de longues années au Parti progressiste martiniquais, au Comité national. C'était un militant vrai. Il y croyait fermement et je dois dire qu'il a fait énormément de choses pour le parti. Et je pense, moi, en tant que modeste militant, qu'il n'a pas été suffisamment mis en valeur et qu'il aurait pu avoir des responsabilités plus importantes au niveau du Parti progressiste martiniquais. La deuxième chose que je voudrais dire relativement à Alex, il ne faut pas oublier qu'Alex, bien sûr, était pharmacien, et il a modernisé la profession de pharmacien. Je me souviens à une époque où il a eu quelques difficultés avec l'ordre des pharmaciens lorsqu'il ouvrait régulièrement le dimanche et en dehors des heures ouvrables. Et là, il a fait énormément de choses dans ce domaine. Alors, je voudrais adresser, bien sûr, mes sincères condoléances à sa famille, à ses enfants. Et j'avoue que... Et puis, il était d'une gentillesse, il était abordable, et on pouvait discuter de beaucoup de choses. La deuxième actualité, ça m'adresse à Bébé. Oui, gentiment, Bébé. Parce que... il y a une activité forte, Bébé. Mère du François, c'est qui? Elle a été élue. Non, c'est de Trinité, excusez-moi, c'est moi qui... Ça commence mal. Non, mais Trinité, ok. Elle a été élue, Patricia Tell, ok. Oui. Et brillamment élue. Et j'ai regardé ce que tu m'as dit quant au titre qu'elle devait avoir, Madame la mère ou Madame le maire. Alors, je précise les choses. Effectivement, 2014, l'Académie française était formelle, ok. Maire, c'est du masculin et par conséquent, effectivement, on ne pouvait dire que Madame le maire. Mais les choses ont évolué. J'ai vu une communication officielle de Jean-Mathieu Pasqualini, directeur de cabinet du secrétaire perpétuel, et qui nous indiquait que l'institution avait évolué. Et par conséquent, à l'heure actuelle, on admettait au niveau de l'Académie la possibilité de se faire appeler Madame la maire. Ce qui fait que moi, je suis heureux en tant que féministe, parce que Bébé me reproche chaque fois, en tant que papy, de ne pas être féministe. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, les femmes mères ont le choix. Soit elles se font appeler Madame le maire, et soit Madame la maire. Alors, je voudrais dire combien j'étais satisfait de ce progrès. J'avais dit à Bébé que ça m'étonnait quand même qu'elle ne puisse pas avoir cette possibilité de s'appeler Madame la mère. Mais je suppose que Bébé va me répondre immédiatement. Naturellement. Très bien, merci beaucoup Philippe. Nous avons avec nous aussi Marie-Laurence Delors. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir, et puis merci à l'équipe de Zouk TV. Et bon, deux questions d'actualité. Je voudrais saluer la mémoire de M. Cyprien, parce que j'ai siégé pendant 6 ans dans l'opposition au premier mandat de M. Didier Laguerre, et j'ai eu l'occasion de travailler avec M. Cyprien, et je souligne ses qualités d'homme ouvert et d'une gentillesse, je confirme, et d'une sincérité dans ses engagements, même si on n'était pas toujours d'accord, mais c'était un homme franc. Et ça, en politique, je salue ça. Et ce sont des qualités humaines qu'on ne peut pas laisser de côté. Bien. Donc, je salue donc sa famille et son frère Gabriel, particulièrement, que je connais. Et donc, je leur dis mes sincères condoléances. Voilà ce que je voulais dire sur le premier point. Oui. Le deuxième point, c'est
la transformation du rapport entre les territoires. J'entends par là la transformation de la configuration politique des territoires, particulièrement ce qui s'est passé aux élections sénatoriales. On peut dire que désormais, le Nord ne fait pas simple figurant, c'est pas un simple figurant, le Nord et Cap-Nord, c'est le centre du jeu politique martiniquais. Le Nord fait des reines et aussi des rois. Et je trouve que c'est une très bonne chose. Il faut le souligner. On peut dire que la capitale de la Martinique, c'est le Nord. 50%, quand on regarde, pendant longtemps et jusqu'à présent, 50% des aides allaient au centre et particulièrement à Fort-de-France avec les résultats que l'on ne voit pas. Le Sud essaie de s'en sortir avec le tourisme et le Nord était le laissé pour compte. Et c'est un territoire où les inégalités et le mal-développement, c'est très important. Et que maintenant qu'il y ait une équipe qui essaie de sortir le Nord de ce mal-développement, je salue ça et je ne peux que l'accompagner. Et donc voilà, c'est ce que j'avais à dire. Très bien, merci beaucoup. Alors, c'est vrai qu'avant, on disait que Trinité pouvait permettre de faire des députés, ou c'était Trinité comptait énormément dans la bascule de celui qui allait être élu. On a aussi avec nous cet après-midi Christian Ursulé. Bonsoir Christian, merci d'être avec nous. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à les téléspectateurs. Oui, quelque chose qui t'aurait marqué durant cette semaine? Non, je vais rester sur la thématique du départ de certain nombre de personnes qui ont apporté beaucoup à la Martinique. Et cette semaine en particulier, aujourd'hui, on a appris évidemment le départ d'Alex Cyprien au cours de la dernière nuit, qui était un camarade de jeunesse. Hein. Nous avons été parmi les premiers élèves d'Édouard Glissant, ensemble. Et je retiens de lui, évidemment, sa sympathie, son engagement, ses capacités de travail, et puis le fait que beaucoup de gens ne le savent pas, mais c'était quelqu'un, par exemple, qui était capable de réciter les fleurs du mal de Baudelaire de mémoire, quoi, d'un bout à l'autre. Donc, il m'a aussi, dans les échanges, amené à m'intéresser davantage que je ne l'étais à l'époque à la littérature. Avec son frère, d'ailleurs, Claude, que je salue, qui est balade et que je salue. Et puis, je pense à ce qui a été dit tout à l'heure sur son activité pharmaceutique. Oui. Il faut savoir qu'il a innové parce que quand j'étais, donc, comme chacun sait, directeur général de l'ARS, il avait une pharmacie qui avait pris l'initiative d'ouvrir jusqu'à minuit, y compris le dimanche. Et beaucoup d'autres pharmacies ont commencé à ouvrir, mais ont voulu ouvrir seulement lorsque c'était rentable, c'est-à-dire le dimanche matin, jusqu'à 13h, quoi, ramassant tout le magot, mais n'acceptant pas d'ouvrir l'après-midi, évidemment jusqu'à minuit. Donc, j'ai pris l'initiative, non seulement après enquête, travail, concertation et tout, mais de réformer la garde des urgences pharmaceutiques en disant très simplement la chose suivante: soit vous ouvrez pour l'intérêt des Martiniquais le dimanche jusqu'à minuit, soit vous n'ouvrez pas. Parce que si vous ouvrez et que vous fermez, vous serez pénalisé. Donc ça a réformé et nous sommes arrangés pour qu'il y ait une garde de phare. Donc il a effectivement été quelque part inspirateur de l'ARS sur le fait qu'il fallait que les gens prennent leurs responsabilités pour l'intérêt des malades et pas leur propre intérêt pécuniaire. Le deuxième personnage que je veux souligner, et ça n'a pas été repris par la presse avec la même ampleur que celle d'Alex ce matin, c'est Fernand Munto. Fernand Munto, il fait partie non seulement de mes amis étudiants de Grenoble, avec Gilou Alexandre, Frédéric Fano Alexandre, enfin avec un certain nombre de choses, de personnages comme ça, Hautebourg, enfin Max d'Orléans, il y en a un certain nombre, les Florent, enfin bon, il y a beaucoup de monde. Mais Fernand a été non seulement un étudiant brillant, quelqu'un qui était très intéressé au plan, il avait fait des études de sciences économiques
à la stratégie de développement des pays. Et donc, il va aussi apporter beaucoup avec des gens comme Christian Louis Joseph sur ce terrain-là. Et puis, il a été responsable financier à l'Académie de Créteil. Il est rentré ensuite comme directeur financier au rectorat de la Martinique. Et il a été ensuite recruté par Claude Lise au Conseil général comme directeur financier pendant des années. Et il a fait il a formé toute une génération de responsables de l'académie, dans les lycées et les collèges à la Martinique. Et donc c'est quelqu'un qui laisse à la fois la compétence qu'il avait, la rigueur qu'il avait et l'engagement pour la Martinique auprès de tous ces gens qui ont gardé un souvenir extrême, parce que lors de son départ, il y a eu des centaines et des centaines de personnes qui sont venues saluer sa mémoire. Donc je salue devant l'ensemble de la Martinique la mémoire, non seulement d'Alex Cypria, mais de Fernand Munto, originaire du Marin, et basketteur aussi. Excellent basketteur, comme il faut le dire. Très bien. Merci beaucoup, Christian. Avec nous ce soir aussi, Béatrice Bellé. Bonsoir, Béatrice. T'allais dire bébé, c'est l'habitude, c'est ça? Pardon? T'allais dire bébé. J'allais dire bébé, mais bon, je me suis fait... Tu t'es dit que je vais te ramasser. Voilà, la semaine dernière. J'ai des droits d'auteur, hein. Bonsoir Mano. Ça bonsoir. va bien? Un peu grippée, mais je pense que c'est la saison qui veut ça. Mais il paraît que ma période d'incubation est passée, donc même si j'éternue, je risque de ne pas vous contaminer. Non, mais je ne vais pas éternuer, je vais faire un effort. Bonsoir Mano, bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs, et bonsoir à la chroniqueuse et au chroniqueur, Papy. Tu es heureuse ce soir de voir qu'il y a une deuxième chroniqueuse. Ah oui, là, je suis très bien. Je trouve que c'est équilibré, c'est plus équilibré, c'est sympa. C'est équilibré. Bah oui, en termes de parité. Sur le plateau, il y a deux femmes, 3 hommes, et c'est équilibré. 2 femmes vaillent. Non, mais longtemps. Les gens savent ça. Très enfin, bien. c'est surtout sur le nombre de chroniqueurs. Je voulais également saluer la mémoire d'Alex Cypria, avec qui j'ai peu échangé politiquement, mais beaucoup en termes littéraires, alors souvent au même endroit, c'est-à-dire à l'Impératrice, sur la terrasse de l'Impératrice, que j'ai croisé il y a peut-être 1 an ou 2 ans de ça d'ailleurs, avec un de ses fils, Nicolas, et je le salue, et je salue Nicolas et Laurent d'ailleurs. Et je leur présente mes plus sincères condoléances. C'était en effet, enfin moi en tout cas, ce que j'ai retenu de lui, outre l'homme d'affaires aussi qu'il était malgré tout. Je salue l'homme de lettres qu'il était, parce que il aimait lire, voilà. Et il m'avait dit: j'ai 3 livres pour toi que je ne suis jamais allée chercher. C'était les 3 éditions, je m'en rappelle jusqu'à maintenant. Il m'avait parlé des 3 volumes d'Arcière sur la Riboisière. Et il m'avait dit: il faut absolument que tu connaisses ça par cœur, tu es une socialiste, donc il faut que tu connaisses l'histoire des socialistes en Martinique, voilà. Donc eh ben que la terre lui soit légère. Ouais. Très bien. Ah, pardon. Oui. Papy a un problème de mémoire, parce que la semaine dernière, ce que j'ai dit, c'est ce n'est pas qu'on ne disait pas la mère ou le maire, j'ai dit elles avaient le choix. Elles se font appeler comme elles veulent, le maire et la mère. Mais surtout pas la mairesse, rappelle-toi. Parce que notre camarade Michel voulait absolument dire la mairesse. Or, la mairesse, c'est pas possible. Et je l'ai dit aussi, la mairesse. Voilà, toi, tu vois, même tu avais dit la mairesse, parce que la mairesse, c'est la femme du maire. C'est ça que j'avais dit. Je me permets d'intervenir. Je ne suis pas allé jusque-là. J'ai dit simplement que j'étais heureux de pouvoir apprendre, n'est-ce pas, aux femmes mères qu'elles ont le choix entre Madame le maire et Madame la mère. Mais si tu n'avais pas été macho, tu te serais souvenu que je l'avais déjà dit. Je ne t'ai pas interrompu, bébé. Je continue. Voilà. Je t'écoute religieusement, hein, tu sais. Tout à fait. Bon, alors tu me laisses continuer. Et je disais par la suite, Madame la mairesse, ça pourra évoluer. Et effectivement, si une élue décide de se faire appeler Madame la mairesse, je ne vois pas les sanctions qui pourraient lui être apportées. Mais j'avoue que Madame la mairesse, ça sonne moins bien que Madame la maire ou Madame le maire. Mais je ne contredis pas ce que tu dis. Mais si elle veut le faire, elle en a la possibilité. C'est tout. Très bien. Merci beaucoup. Alors, je reviens sur le point soulevé par Marie-Laurence Delon sur le Nord. Alors, le Nord, effectivement, c'est... Pendant longtemps, on a parlé
à chaque élection, j'entendais dire qu'il fallait un aéroport dans le Nord. Il fallait développer un aéroport là-bas. En cas de problème à la Martinique, c'est là-bas qu'on pourrait faire atterrir des avions, des choses de ce genre. Pour la banane aussi. Et finalement, ça n'a jamais été fait. Donc, je suis en train de me dire, est-ce que tout le bien que Marie-Laurence Delors dit en ce moment du Nord, ça ira jusqu'à ce que cet aéroport-là se fasse et que d'autres choses se développent. Et le taux d'illettrés aussi est très criant dans le Nord. Est-ce que tout ça pourra, à ton avis, s'arranger? Tout à fait. Moi, je pense qu'il y a des équipes. Un peu pour le micro. Oui, je pense qu'il y a des équipes. Et bon, la nouvelle maire de Trinité participera aussi. Moi, je pense qu'il y a de nombreuses personnalités et de nombreux jeunes qui sont capables aujourd'hui de travailler et qui ont cette volonté de faire évoluer le pays. Parce que, bon, j'ai un ancien élève, Donald, qui est de Sainte-Marie, qui m'a dit qu'il veut être le prochain maire. Je lui ai dit, bon, écoute, tu arriveras et tu m'invites. Je serai là. Si encore je suis de cette terre, je lui ai dit que je serai là. Bien. Donc... Vous avez un avis sur cette histoire, sur le nom, Béatrice, qui est de Trinité? Oui, Gros-Monde, Trinité. Gros-Monde, Trinité, oui, Gros-Monde. Pas du Gros-Monde, ça. Oui, mais j'ai quelques intérêts à Trinité, et notamment mes parents. Pas les FOP à café politique publique. Donc pour moi, il ne suffit pas simplement de parler. La réalité des chiffres aujourd'hui du Nord, il faut la faire changer. On a du mal-développement, on a de la précarité qui est plus importante qu'ailleurs, on a des violences intrafamiliales plus importantes qu'ailleurs, on a des déserts médicaux plus importants qu'ailleurs, donc il y a des challenges à relever. Et oui, j'ose croire que de la bonne volonté politique, qu'elle soit nouvelle ou ancienne, parce qu'il n'y a pas que des jeunes maires, j'ai envie de dire, il faut qu'on arrête de dire jeune. À 50 ans ou à 60 ans, on n'est pas jeune. Alors c'est vrai qu'on est peut-être un tout petit peu plus jeune que la moyenne de ceux qui a aux affaires. Mais enfin, non, mais si on vient d'être élu, c'est un jeune maire, éventuellement. Un récent. Et d'ailleurs, je fais quelque chose parce qu'on avait fait des pronostics la semaine dernière, mais je tiens là publiquement à féliciter Patricia Tell pour son élection et je lui souhaite bon vent et bonne action. Bonne action parce que je pense que la différence entre les femmes maires et peut-être d'autres, ou les femmes en politique, c'est que souvent quand même, alors il y a eu des études sur ça, mais il y a un pragmatisme qui, dans l'action politique, est souvent, qui montre souvent plus de résultats en moins de temps que chez les hommes. C'est des choses qui ont été démontrées par... Non, mais c'est vrai. Elles ont tendance à être plus dans l'exécution et beaucoup moins dans la parole. Peut-être parce que le verbe leur semble moins important que l'action qu'elles mènent. Voilà. Mais il y a quelque chose qui doit te faire plaisir, c'est qu'elle a dit ouvertement sur Martinique Première qu'elle est socialiste. Oui. Et tu es une patronne socialiste dans le Nord. Enfin, j'ai jamais douté, par contre, de ce que Patricia Tell était socialiste. D'accord. Et elle l'a jamais renié. Donc ça me fait plaisir et j'espère du coup qu'elle pourra rentrer rapidement à la maison. Bien, un avis sur le Nord, oui, Christian. Oui, moi, évidemment, je commence par saluer l'arrivée d'une femme de plus. En tant que féministe convaincue, je pense qu'il faut vraiment... suivre ce chemin-là pour qu'il y ait un rééquilibrage qui soit fait. Donc, donner le pouvoir aux femmes, c'est ça que tu veux dire? C'est une bonne chose que les femmes prennent plus de pouvoir et soient au moins à égalité avec les hommes dans tous les domaines, y compris celui des salaires, évidemment, ancien syndicaliste salaires, dans les postes, dans les responsabilités, etc. Il y a deuxième chose que je souligne en passant, c'est évidemment les inégalités dont vous avez parlé. Le Nord, statistiquement, c'est la plus grande précarité. Dans certains quartiers Sainte-Marie, les statistiques le montrent, en fait, c'est invraisemblable. C'est les inégalités, c'est les problèmes de monoculture, parce que c'est là quand même le chlordécone et la banane et l'ananas, etc., etc. Donc, avoir une stratégie de développement, c'est pas des petites subventions gagnées en allant supplier tel ministre par-ci par-là. C'est la capacité de faire avancer
le boulot pour l'autonomie alimentaire et tout. Donc ça veut dire casser cette dynamique des subventions à n'en savoir que faire pour la banane et arriver à faire de la culture vivrière une diversification et au niveau de l'agriculture et au niveau de l'élevage pour que ce pays-là puisse connaître enfin un mouvement de développement. Et donc le Nord a des terres qui peuvent le permettre, toutes chlordéconées qu'elles soient. Ensuite, c'est regrettable que, encore une fois, le Nord, c'est là où il y a le plus d'eau, mais c'est là où il y a le moins d'eau. C'est-à-dire c'est la plus grande ressource en eau, mais c'est là où les problèmes se posent le plus. Donc, il y a tout ce rattrapage à faire par l'ensemble des élus qui devraient se mettre d'accord sur une stratégie, un plan de développement, notamment accéléré pour le Nord. Et puis la dernière chose, par contre, ce qui me choque quand même dans cette affaire de l'élection récente et de ce qui s'est passé au niveau des élections sénatoriales, c'est que je ne comprends pas que l'on n'ait pas affiché, même aux grands électeurs et à la population martiniquaise, que, soutenu par l'Alliance, on allait siéger dans le groupe parlementaire et donc sénatorial du président de la République, Macron. Et donc avoir des responsabilités sur la politique qui est définie par l'actuel gouvernement sur l'ensemble de la Martinique et pas seulement le Nord. Ça me paraît être véritablement problématique. Et je le souligne à l'occasion de cette affaire. Très bien. Philippe, quelque chose sur le Nord ? Oui, bien volontiers. Oui, je partage l'avis de notre chroniqueuse. Il y a véritablement une volonté politique de développer le Nord. À partir, n'est-ce pas, de certains hommes politiques qui ont cette volonté forte et marquée. Je pense à Nestor Azero, je le nomme, c'est un grand politique et il a des objectifs précis. Et d'ailleurs, il a été à l'origine de l'élection sénatoriale. Je partage ton avis sur le fait que tu viens d'exprimer. Mais ce qui semble compter pour eux, c'est l'efficacité. C'est ce que j'ai entendu, n'est-ce pas? C'est l'efficacité, et c'est pour cela qu'ils auraient fait ce choix. Je ne fais que des rappels, et je dis ce que je vois. La deuxième chose, c'est l'homme et la femme. Alors j'ai entendu Bébé dans son plaidoyer, que je partage totalement. La femme a quelque chose de très rationnel et de très affectif, c'est exact. Mais on va peut-être un jour discuter des différences. Ce que je veux dire, c'est que la femme parle beaucoup, c'est prouvé scientifiquement, qu'elle est très volubile et que l'homme l'est beaucoup moins. Je voudrais simplement rappeler cet aspect. Mais quant aux qualités de la femme pour la gestion publique, Bébé, je partage ton avis. C'est pour ça que je fais en sorte d'être le plus féministe possible, quoi que tu en penses. Bien. Quelque chose à rajouter sur le Nord, non, ça va? Très bien. Alors, la visite d'Emmanuel Macron en Israël, j'ai commencé par le bas de la feuille. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ça? Qu'est-ce que vous pensez de ça? La visite du président de la République française en Israël. Il n'y a pas du rétropédalage quelque part. Enfin bon, je vous laisse le choix de parler. On commence par Christian. Moi, là, franchement, il nous faudrait des émissions et des émissions sur le sujet. Donc la visite d'Emmanuel Macron, évidemment, il ne peut pas rester en rade par rapport aux autres. Président des USA ou déclaration d'Erdogan, enfin un certain nombre de choses, de personnages qui se sont exprimés au niveau international, de Poutine qui essayait de ramasser la mise, etc. Bon. Lui, à la différence d'un certain nombre d'autres, notamment le président américain, il est allé en Israël et il est allé en Jordanie notamment. Bon. Mais je pense que sur cette affaire, la disproportion est telle entre le soutien accordé à Israël, dirigé par un gouvernement d'extrême droite, qui est probablement, alors qu'il est ultra minoritaire, même si le peuple israélien soutient une espèce de politique de revanche, enfin, de la guerre actuelle, les actions qui sont menées actuellement. Ce gouvernement est probablement ultra minoritaire en Israël au plan politique. Je pense que le soutien qui est apporté au niveau international des pays occidentaux à Israël, alors qu'il y a, du point de vue d'Israël, une industrialisation de la guerre et donc des crimes
qui sont commis sur le territoire de Gaza, une industrialisation, qui semble passer comme ça, parce que oui, Israël, on ne voit pas les morts de la même manière, on ne les montre pas de la même manière, on ne les montre pas gros avec leur histoire, avec leur famille, à la télévision, comme on fait pour les morts qui sont dans les kibboutz et tout en Israël, qui ont été perpétrés par le Hamas. Je dirai ce que je pense du Hamas après. Je pense que ça, c'est indécent. Il aurait fallu vraiment qu'il y ait, et d'ailleurs, si ça avait été fait avant, qu'il y avait une politique de pays qui se disent démocratiques, et pour qu'il y ait un arrêt de cette politique coloniale d'Israël sur les territoires occupés et sur toute la Palestine, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc je veux dire qu'il y a un déséquilibre qui n'est pas acceptable. Et les crimes sont à dénoncer, ce sont des crimes contre l'humanité, c'est pas seulement légitimé par la guerre, c'est inadmissible. Bien. D'autre part, évidemment, il a le président, notamment quand il était en Jordanie, a dit tous les morts sont des morts, enfin toutes les vies sont équivalentes, etc., etc. Ok, d'accord. Bon, mais et ça me permet de dénoncer aussi ce qui est fait par le Hamas. Parce que moi, je ne rentre pas dans la polémique. Est-ce que le Hamas vaut dire que c'est une organisation terroriste, etc. C'est pas à vous de dire ce que nous devons dire. Bien. Moi, je pense que le Hamas a eu une politique, a eu des actions terroristes. Je ne suis pas sûr qu'ils soient à qualifier de terroristes de la même manière que les djihadistes qui interviennent ailleurs. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je pense qu'ils prennent en otage, c'est vrai, la population palestinienne, mais qu'ils sont quelque part au fait, malgré leurs crimes contre l'autorité palestinienne d'ailleurs, contre l'autorité palestinienne, ils prennent en otage la population palestinienne, et donc ils ont, de par cette lutte de libération coloniale, anticolonialiste, quelque part, ils ont perpétré des crimes qui, malgré tout, doivent être dénoncés en tant que tels. Parce qu'on ne peut pas tuer impunément des femmes, des vieillards, des gens désarmés qui ne sont pas des militaires. Donc ce sont des actes terroristes qu'il faut dénoncer comme étant des actes terroristes. Mais la distinction, c'est que le danger pour moi du Hamas, et je finis dessus, excusez-moi, je suis trop long, je pense que leur objectif, c'est pas de tuer tous les Occidentaux, tous les Blancs, tous les Français, tous les Américains, tous les Allemands, etc. Non. Ils ont une volonté qui est celle d'instaurer en Palestine, libéré, donc sans Israël, un régime autocratique comme le régime iranien. Donc, moi je me souviens des soutiens qui étaient faits, j'étais étudiant à l'époque, pour soutenir la révolution contre le Shah d'Iran, des Iraniens, avec les ayatollahs. Personne ne connaissait encore les ayatollahs, ils ne savaient pas ce qu'ils allaient faire. Mais le Hamas affiche, s'ils sont au pouvoir, ils feront ce que les Iraniens, le gouvernement iranien font avec les Palestiniens. Ils ont commencé, ils ont massacré des centaines de dirigeants de l'autorité palestinienne. Ils ont massacré, ils ont jeté par les fenêtres, ils ont fusillé, ils ont pendu. Donc ce sont des criminels, d'accord, et des fondamentalistes qui ne doivent pas, selon moi, qui ne défendent pas l'intérêt de la population palestinienne. Voilà ce que je veux dire en résumé. Marie-Laurence? Oui, merci. S'il te plaît. Ce qu'il faut dire d'abord, c'est que le président de la République française, M. Macron, il tente l'équilibre. Il tente l'équilibre, parce que il veut, je dirais, être dans la lignée de tous les anciens présidents qui ont admis des principes, à savoir un État palestinien et un État israélien. On ne peut pas lui en vouloir de tenter l'équilibre, c'est-à-dire vraiment trouver une solution politique. Ça, il faut le dire clairement. Mais on ne peut comprendre cette situation et cette position du président de la République française que par rapport à l'impasse depuis plus de 50 ans qu'on y est. Et je rappelle pour tout un chacun que la figure symbole de Yasser Arafat, assassiné par ces extrémistes-là, c'était qu'il disait que, il y a eu assez de morts, qu'il faut une solution politique, c'est-à-dire un territoire pour les Palestiniens. Donc, tant qu'on sera dans les extrêmes, d'un côté, les Israéliens, et d'un autre, le Hamas, tous les deux nient la possibilité d'une solution politique. Et donc, par conséquent, c'est normal
Et c'est, je dirais, juste qu'on tente cette solution. Et on ne peut pas être contre ça. Voilà. D'accord. Béatrice. Juste pour... parce que c'est vrai qu'on a... Tu as raison, Christian, on en est déjà à notre 3e émission sur laquelle on parle de cette thématique, malheureusement. Et il nous faudra encore beaucoup d'émissions pour recontextualiser. Je pense que c'est ce qui est le plus important. Je crois que Emmanuel Macron a fait un pas en arrière. Un pas en arrière, et qu'il a fait en revanche comme le président américain, c'est-à-dire qu'il est parti en communication avec le président Herzog, on a vu la photo, et avec Benyamin Netanyahou, de sorte à, et évidemment avec le président d'Égypte notamment, mais de sorte à avoir un échange qui soit hors caméra. Bon, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, encore ce soir, au niveau européen, il y a une condamnation très claire, très ferme, qui est faite sur la riposte disproportionnée qui est faite sur la bande de Gaza et à l'endroit aujourd'hui des civils. Et au soutien inconditionnel affiché par la présidente de l'Assemblée nationale, qui est d'ailleurs partie, Madame Gaëlle Braun-Pivet, qui est d'ailleurs partie sur place, le président Emmanuel... En Israël, tout à fait. Qui était déjà d'ailleurs en Israël. Le président Emmanuel Macron, lors de sa visite, a précisé que le soutien de la France se limitait, il a d'ailleurs suivi Olivier Faure sur ce volet-là, se limitait aussi au respect des règles internationales. Bon, ça veut tout dire. Pour votre info, Monsieur Benyamin Netanyahou est presque déjà démis de ses fonctions. Aujourd'hui, ce sont 2 généraux militaires qui mènent la campagne militaire et qui ont d'ailleurs, comme vous l'avez pu le remarquer, stoppé l'incursion militaire terrestre qui était prévue à Gaza. Bon. Elle a été stoppée, et ce qui ne veut pas dire que les choses sont plus simples. Ce qui a été demandé par le président, et moi je salue cet équilibre qui a toujours été celui quelque part de la France. C'est de demander évidemment la mise en place d'un État palestinien. Quand on demande la mise en place d'un État palestinien, on demande aussi de toute façon la décolonisation d'un certain nombre de territoires, puisqu'on l'avait montré la semaine dernière, le territoire sur lequel on considère qu'il y a la Palestine est totalement mité par des colonies. Bon, des colonies qui rendent évidemment impossible la construction d'un État unique. Voilà, vous ne pouvez pas avoir à l'intérieur d'un État des espèces de micro-territoires qui ne répondent pas des règles de cet État. Il a également, et sur ça il était en désaccord avec... et je rejoins d'ailleurs Christian sur cela. Il ne faut pas oublier, je vous l'ai déjà dit, moi la féministe que je suis ne peut pas être pro-Hamas. Le Hamas, comme l'Iran, c'est les femmes au foyer, la couverture sur la tête, c'est juste hors de question. Bon. Et le président a été voir Mahmoud Abbas, en revanche, le représentant de l'autorité palestinienne, qui a peu de pouvoir aujourd'hui. Il a été voir aussi le président égyptien. Ils ont promis... le président Macron a promis, d'envoyer un avion militaire et médical, et 2, également un bateau sur les côtes méditerranéennes pour ramener des vivres humanitaires. Ce qui se joue aujourd'hui, c'est l'asphyxie de toute façon de Gaza, on en parlait déjà la semaine dernière. Pas de camions qui rentrent, en gros il faudrait au moins une centaine de camions pour ramener des vivres, parce que on l'a dit, ils sont sur blocus, tout est fermé, l'armée israélienne gère qui rentre, qui sort, et ceux qui rentrent et ceux qui sortent. Il faudrait à peu près 100 camions pour que les personnes soient à peu près nourries par jour. C'est 2 millions de personnes. Une centaine de camions facilement, minimum, tant pour le carburant, tant pour l'alimentation et les médicaments et tout ça. Il y en a 4 ou 5 qui rentrent. Donc c'est pour vous dire l'asphyxie. On craint d'ailleurs que les hôpitaux soient à court de carburant et ne puissent pas tenir dans les prochains jours, et ils sont sur leur réserve. Donc en tout cas, je salue ce changement de pied,
d'Emmanuel Macron, qui revient à l'équilibre, qui était quand même sur un pied droit sur cette question israélo-palestinienne, et qui revient à cette position centrale qui a toujours été celle de la France, de revendiquer, la paix, la mise en place, en effet, de négociations diplomatiques, et 3, la Constitution, évidemment, comme point central de 2 États, l'État palestinien et l'État israélien. Philippe ? Oui, bon, c'est un problème qu'on a déjà abordé, mais je voudrais faire 2 ou 3 observations. La première observation, il faut savoir que les incursions terrestres ont commencé par les Israéliens. J'ai vu les dernières infos, ils ont commencé. Bon. Et je trouve inadmissible la chose suivante. Vraiment, lorsqu'on va être jugé par l'histoire, l'Occident aura des comptes à rendre. Alors, nous avons la bande de Gaza. Alors, aide humanitaire, on fait rentrer. Il faut faire rentrer, ok? Mais pendant ce temps-là, les Israéliens tirent, n'est-ce pas? Ils continuent à bombarder et ils entrent dans Gaza. Mais enfin, quand même, soyons raisonnables, ok? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas continuer comme ça. Aide humanitaire et vous continuez à les tuer. Écoutez, arrêtez cette hypocrisie. Alors, ce que je veux dire, c'est que, oui, Macron, je l'ai écouté avec beaucoup d'attention. Hein. Il est pour l'aide humanitaire, bien sûr. Il est pour la protection des civils. Protection des civils. Je ne sais pas comment on va protéger les civils avec les bombardements et les incursions militaires d'Israël. C'est scandaleux. Et puis, bien sûr, une solution politique. Les 2 États, allez voir comment les 2 États peuvent être organisés maintenant. C'est pas demain la veille. Vous avez vu Gaza et vous avez vu la Cisjordanie et la colonisation qui est continuée, n'est-ce pas, par Israël. Et pour terminer, je voudrais rappeler 2 choses. Effectivement, le Hamas et Israël, tous les 2 commettent des actes terroristes. C'est sûr et certain. Qu'est-ce que c'est qu'un acte terroriste? C'est le fait, n'est-ce pas, de tuer des femmes, des enfants et des civils, qui n'ont rien à voir avec la guerre. Le Hamas l'a fait de façon abominable, et les Israéliens, l'État d'Israël ne se gêne pas, n'est-ce pas, pour avoir des comportements à peu près similaires. Et ces actes terroristes, ce sont des crimes de guerre, qui peuvent être punis, et j'espère qu'ils vont être punis par la suite. Mais je précise que le Hamas ne représente pas la population palestinienne. C'est pas représenté à eux seuls. Et que d'autre part, ce gouvernement de monsieur, je ne sais jamais prononcer son nom, j'ai une allergie à ce nom-là. De ce Premier ministre, je ne le nomme pas. Ce Premier ministre ne représente pas, n'est-ce pas, tous les Israéliens. Ce serait une chose abominable. Mais bien sûr, son mandat, là, il n'en a pas pour longtemps. Il va payer cher, n'est-ce pas? Alors, avant de continuer sur ça, je voudrais vous faire écouter, si vous voulez, Monsieur Jacques Attali, qui a parlé de la Palestine, non, d'Israël, je crois, d'Israël. De Netanyahou. Oui. Surtout. Si on peut écouter Grégory, monsieur. Il y a une colonisation insupportable de mon point de vue. Moi, je suis totalement contre la politique de colonisation. Je pense qu'un des Là, vous parlez du gouvernement Netanyahou. Je pense que Netanyahou est un des pires ennemis de la survie de l'État d'Israël. Je pense qu'il devrait être en prison. Je pense personne n'a nui à Israël autant que lui. Il est plus nuisible encore que les adversaires les plus terribles, de mon point de vue. Donc j'espère que il va bientôt quitter le pouvoir, même s'il a pratiquement déjà quitté le pouvoir, puisque ce sont des mots forts, ce qui a été dit là. Hein. Bien sûr. Il est en train de dire qu'il est presque pire que le Hamas. Mais oui. Oui, mais je voulais préciser qu'à l'ONU, il y a eu une très belle intervention du secrétaire général de l'ONU. Oui, tout à fait. Très très bien placé, très bien fait. Mais malheureusement, l'ONU est impuissante. Et puis il y a le jeu de la Chine et de la Russie, n'est-ce pas, contre les États-Unis. Mais ce qui est scandaleux, c'est que l'on n'ose pas prononcer le mot. Il faut ordonner quoi? Un cessez-le-feu. C'est un cessez-le-feu, c'est pas une trêve, comme le dit Madame Borne, mais un cessez-le-feu, afin, n'est-ce pas, que l'on puisse entrer en discussion, en négociation, mais cessez-le-feu. Ok. Juste 2 mots pour dire, pour rebondir sur les déclarations de Macron.
Ça coûte pas cher de faire des déclarations. Encore c'est difficile et qu'il a dû se corriger, etc. Ça ne coûte pas cher. Ce qu'il faut constater, c'est que les milliards de dollars d'aide des pays occidentaux, ça ne va pas aux Palestiniens, ça va à Israël. Les armes les plus modernes, parce que l'aviation israélienne, qui est une aviation ultra performante, qui jette les bombes à coups de laser, enfin, soi-disant ciblées, mais qui ont déjà tué près de 7000 personnes, femmes et enfants, sur la bande de Gaza. Et il y a en tout autour de 1700 morts inadmissibles aussi en Israël, soit. Mais c'est d'un côté l'industrie de la mort et de l'autre côté l'artisanat. Hein. Oui. Bon. Donc la différence, c'est ce qu'il faut, c'est pas les paroles, ce sont les actes. Comment les pays qui se disent démocratiques peuvent interdire ce qu'Israël n'a jamais voulu accepter? Je signale qu'Israël dit ce sont des terroristes, ils le tuent, ils font des attentats, ils vont, etc. Mais dans les deux premières années où Israël a mené la guerre pour créer l'État d'Israël, et les 2 années suivantes, ils ont éliminé 356 villages palestiniens, éliminés de la surface de la terre, en tuant, en brûlant, en assassinant femmes et enfants, en expulsant, etc. Et ils ont refusé toujours, ils ont torpillé toujours, même quand ils ont fait semblant d'accepter des négociations qui allaient aboutir à des accords, etc. Des dizaines de fois, ils ont bougé parce qu'ils n'ont jamais voulu accepter de signer le retour des expulsés. Ils n'ont jamais voulu accepter de signer l'arrêt de la colonisation. Ils n'ont jamais voulu entériner la création de 2 États. Donc c'est, aujourd'hui, soyons sérieux. Soit il faut arrêter de parler, et puis si les pays sont vraiment démocratiques et disent qu'ils veulent régler cette affaire une fois pour toutes, se mettre autour d'une table en accordant les aides qu'il faut de côté, là où il n'y en a pas, en n'acceptant pas le parquage d'une population qui est celle des Palestiniens. Comment peut-on dire au XXIe siècle qu'on parque sur 350 km² à peu près 2 millions de personnes, d'enfants qui rêvent d'avoir la vie que tout le monde a, enfin que tout le monde, qu'on aspire à avoir dans le monde? Pourquoi ils n'ont pas droit à l'école, à la formation, à l'université, à la santé, au voyage, à la liberté de circuler? Mais qu'est-ce que c'est que cette affaire où les Israéliens ont pris le droit d'interdire à ceux-là d'avoir une vie normale au XXIe siècle? Donc, je répète, je conclue dessus, il faut interdire la politique israélienne, les mettre autour d'une table et obliger à une solution radicale. Il n'y en a que 2 possibles, qui ont été proposés à des moments différents. Soit un État commun et on fait une constitution et tout le monde vit ensemble et dans le respect de règles démocratiques, ou bien 2 États séparés et qui se respectent l'un l'autre avec un contrôle de l'une. Béatrice, un État commun, ce sera difficile après tout ce qui se passe bien là. Sûr, bien sûr. Oui, tu voulais intervenir, je crois, non? Non, c'est juste pour préciser, oui, que ce que Bernard Attali dit est très important. Et ce qui nous interpelle, alors Jacques Attali, pardon. Jacques Attali a dit, ce qui m'interpelle dans la propagande, parce qu'il y a une propagande quand même occidentale sur cette histoire. Aujourd'hui, on regarde que d'un côté, la preuve, quand on dit que le président a changé, enfin, aller dire être le pays des droits de l'homme et puis aller dire nous donnons un soutien inconditionnel, sachant quand même en plus qu'il y a, que par là d'ailleurs on emporte chez nous une partie du conflit. Lorsque l'on dit ça, c'est-à-dire qu'on choisit un camp, alors que tout le monde dit il ne faut pas choisir de camp, il ne faut pas importer le conflit, mais vous importez le conflit quand vous choisissez des camps. Bon, dans ce type de situation, quand on sait qu'il y a des civils qui meurent des 2 côtés. Moi, je crois que vraiment cette parole-là est très importante. Et Jacques Attali aurait eu une parole différente, qu'elle aurait déjà fait le tour des plateaux et des visuels de télévision. Étrangement, ça fait 3 jours qu'il est intervenu sur cette télé, cette radio, et je ne l'ai pas vu sur les écrans des télés, reprise par les journaux, alors que c'est une parole qui est très écoutée, parce que c'est ce qu'on appelle un spin doctor pour beaucoup de présidents, et probablement qu'il l'est un peu d'ailleurs pour le président Macron. Spin doctor, c'est celui qui parlait à l'oreille des présidents. Il a parlé à l'oreille de beaucoup de présidents, et il faut le rajouter quand même, un juif
parce qu'il est juif. Il est de confession juive, algérienne. C'est pas rien que de prendre cette position. Alors, le Conseil d'État qui s'oppose à l'interdiction systématique des manifestations pro-palestiniennes. Moi, je dis que j'ai été surpris par cette décision, parce que c'était parti pour le contraire. Et il me semble là que le Conseil d'État s'oppose à l'interdiction. Donc, il y a eu une manifestation dernièrement en France du côté de République, Bastille, Place de la République. Elle a pu avoir lieu suite à cette décision du Conseil d'État. Ça vous a pas surpris? Non, mais là, il y a encore, justement, heureusement qu'il y a cette petite lumière-là qui est inscrite dans le droit et que le Conseil constitutionnel, ce serait difficile pour lui de ne pas la respecter. Mais en fait, le pouvoir en place, et notamment le ministre de l'Intérieur, veut que la population française confonde entre soutien au Hamas et puis soutien à la population palestinienne. Confonde deuxièmement entre antisionisme et antisémitisme. Je suis antisioniste. Je ne suis pas d'accord avec l'idéologie qui consiste à dire que le peuple juif est un peuple au-dessus des autres, qu'il a une terre sacrée qui lui a été confiée par Dieu et par Moïse, et qu'il doit occuper en éliminant tous les autres peuples. C'est ce qui est écrit dans la Bible et dans l'Ancien Testament, etc. Donc, ça c'est mettre ce rêve, mettre cet imaginaire dans la pratique politique, en faire un parti et dire on va conquérir des terres en écrasant tous les autres pour créer un espace pour les juifs peuple élu, c'est du sionisme. D'accord ? Okay. Par contre, l'antisémitisme, c'est dire ces gens qui ont trahi Jésus, on doit les exterminer partout. Moi, je suis absolument contre ça et je soutiens toute la population juive démocratique qui se bat en Israël contre l'extrême droite et contre les gouvernements va-t-en-guerre d'Israël. Des jeunes, des femmes, des mouvements de femmes, des intellectuels notoires, connus, qui ont été d'ailleurs mis en prison, des jeunes qui ont été mis en prison, des jeunes israéliens qui ont été tirés comme des lapins dans les jambes et dans les genoux pour les blesser gravement par l'armée israélienne parce qu'ils se battaient contre les colons extrémistes, dernièrement encore, pour interdire en Cisjordanie l'extension de la colonisation. Nous sommes... Et en fait, c'est ça qu'il ne faut pas accepter, la confusion entre le sionisme et puis l'antisémitisme. Oui, tu veux dire un mot là-dessus ? Oui, un mot. Je voudrais revenir sur les propos de M. Attali. Ce sont des propos forts pour un juif. Il ne veut pas dire, il ne sous-entend pas non plus que le Hamas serait plus légitime. Il parle pour sa communauté en tant que juif. En tant que juif, donc de la place où il dit, bon voilà, mon ennemi en tant que juif, c'est Netanyahou. Autrement dit, les extrémismes de M. Netanyahou bloquent toute possibilité politique. Et il dit, bon ben voilà, aujourd'hui, c'est notre ennemi. Donc il faut l'écarter. C'est de même que le Fatah et tous ceux qui se réclament de ce mouvement-là, pour eux, de la même façon, le Hamas, ce sont des fanatiques religieux qui empêchent toute possibilité politique de règlement du conflit. Autrement dit, que ce soit Netanyahou et que ce soit les représentants du Hamas, pas de possibilité possible, et autrement dit, pas de démocratie possible, et on maintient les Palestiniens d'un côté sous la coupe et Netanyahou, parce que ce sont des jeunes. Des deux côtés, on a des jeunes combattants. Et que ce soit, moi je trouve ça inadmissible qu'on puisse embrigader des jeunes de la part de M. Netanyahou et de la part du Hamas, embrigade les jeunes, et vous dites à votre population, ne partez pas, restez. Non. C'est-à-dire qu'on peut militer, mais pas avec cette absence de cœur, cette absence d'humanité d'un côté et de l'autre. C'est inadmissible. Voilà. La vie comptable. Ouais. Ouais, oui. Alors, juste sur la décision du Conseil d'État, je crois qu'elle est importante, mais Papy va l'expliquer encore mieux que moi. Sa spécialité, merci, le droit. Bébé, merci. C'est sa spécialité, le droit. Merci. Je t'en prie.
c'est bien en gros, le ministre de l'Intérieur a envoyé un télégramme à tous les préfets, leur disant, vous interdisez, à partir de maintenant, les manifestations pro-palestiniennes sont interdites. Bon. Une association fait un recours en référé auprès du Conseil d'État et dit, attendez, nous, on est des pacifistes, on veut faire une manifestation en France, on soutient des civils palestiniens, on souhaite avoir l'avis du Conseil d'État, donc haute autorité administrative, puisque c'est une décision administrative que le ministre prend. Et là, le Conseil d'État ne dit pas qu'il annule le télégramme. Il dit le télégramme n'a pas de réelle valeur juridique parce que il revient au préfet, avec éventuellement le juge, d'apprécier le risque que pourrait courir le territoire concerné en cas d'organisation d'une manifestation. Et du coup, ça veut dire, si la manifestation d'ailleurs de République était autorisée, que le préfet de Paris a jugé qu'elle pouvait se tenir. Voilà. Donc la charge de la responsabilité a été réattribuée ou réorientée ou en tout cas réaffirmée par le Conseil d'État. Le Conseil d'État a dit attention, c'est pas au ministre de décider. Il y a des gens qui sont là pour ça. C'est les préfets. C'est à eux de prendre la décision. Donc systématiquement, il ne sera pas contrairement. Enfin, c'est choquant. C'est quand même choquant qu'un ministre d'État se permette les propos qu'il là, parce qu'on l'a pas mis dans la thématique. Mais enfin, ce que Gérald Darmanin a fait à l'endroit de Benzema, c'est le mettre en danger. C'est inimaginable. D'accord ? C'est inadmissible ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est inadmissible cette requête, et Christian avait commencé à le dire. On ne peut pas faire injonction aux gens de dire ce que l'on veut qu'ils disent. Et de tweeter ce que l'on veut qu'il tweete pour faire partie du débat. Mais en tout cas, voilà sur la partie de... Le spécialiste du droit concernant... L'expliquer en partie. Tu connais la technique de bébé, elle est magnifique. Mais c'est bien connu. T'étais mon prof. Mais oui, je m'en félicite, cher bébé. Non, cette décision, elle est curieuse. Alors bien sûr, M. Darmanin, qui envoie un télégramme malencontreux d'ailleurs, imprudent, donnant intimement l'ordre au préfet d'interdire les manifestations pro-palestiniennes. Bon, c'est évident, ça n'a pas de nom. Mais le juge des référés du Conseil d'État est extrêmement prudent. Il dit ceci, que quoi qu'en dise M. Darmanin, c'est le préfet qui a le pouvoir local d'autoriser ou de ne pas autoriser en fonction des atteintes à l'ordre public. Okay ? Donc, très prudemment, le juge des référés rappelle ça. Et il ajoute, alors moi j'avoue, en matière d'hypocrisie, il faut le faire. Ce télégramme ne porte pas atteinte grave à la liberté de manifester et à la liberté d'expression. Avouez là que c'est une décision, moi qui suis juriste, j'avoue que ça va un peu loin, ok ? Mais effectivement, il a dit le droit, effectivement, c'est le préfet seul qui peut interdire ou ne pas interdire en fonction, n'est-ce pas, des risques portés à l'ordre public. Voilà. Mais avouez que la décision, elle est quand même bonne, hein ? En même temps, tous les sens du terme. Est-ce que ça la mettrait pas mal si le juge décidait d'annuler le télégramme ? Parce que c'est ça, finalement, ce qu'il peut faire aussi. Tu es fonctionnaire, mets-toi à la place du fonctionnaire. Non, mais c'est ce que je t'ai dit, tu vois. Donc, ça serait gênant pour un juge d'annuler un télégramme, mais qui avait vocation à avoir une force de droit, donc à créer des droits ou des devoirs et des limites. Et donc il a voulu dire en gros ça pas qu'avoyen, mais il n'a pas annulé. Attention à ma promotion, hein. Oui. Oui. Pas oublier que mon pas annulé. Mais oui, mon pas annulé. Ça vraiment c'est bon. Alors, on va parler un petit peu de chez nous aussi. Ce vendredi 19 octobre, les élus d'Outre-mer ont rencontré le président de la République, la première ministre, les deux ministres en charge des Outre-mer au sein du gouvernement. Et ils semblaient plutôt satisfaits de ces échanges. Moi, j'ai vu que le nouveau secrétaire d'État sur l'Outre-mer, j'ai été... Secrétaire d'État ? Enfin, je sais pas si c'est... Ministre ?
Ministre délégué. Délégué pour le monde. C'est pas un ministre. Il n'est pas de plein exercice. Voilà, il n'est pas de plein exercice. Ok, nous sommes d'accord. La rapidité avec laquelle il était arrivé à Désirade, à l'île de la Désirade, je ne sais pas si vous avez vu cette information. Il est arrivé là-bas en hélicoptère et tout, a promis beaucoup de choses. Il y a même un docteur qui est venu là-bas à la Désirade et qui dit vouloir rester à la Désirade tellement il y a des choses à faire. Et c'est une métropolitaine, apparemment. Et j'ai été vraiment étonné. Et puis on parlait effectivement des remboursements. Enfin bon, voilà. Ça, ce ministre-là, il m'a étonné sur ça. Alors, sur ce que je viens de dire, des élus d'outre-mer ont rencontré le président de la République. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que ça va faire avancer des choses de la Martinique? La fameuse la lettre de Fort-de-France, par exemple, enfin... L'appel de Fort-de-France. Alors, je vais faire ce que je dis parce que Papy... Mais pourquoi tu vois parce que Papy t'a croisé moi. Mais c'est parce que... Bébé, un peu de respect, s'il vous plaît. Il voit tu sais... Non, il faut être positif. Et il a raison de l'être. Il faut voir des ballons un peu partout. Mais enfin bon, on a vu quand même qu'il y avait quelques freins. Moi, je sais pas. J'ai essayé de compter le nombre de fois que finalement Macron avait reçu les élus. Entre les élus, les chaluts en direct, pas en direct, la Nouvelle-Calédonie... Serge Letchimy en direct, pas en direct, au téléphone, en visio, en machin, nanana. Et au final, c'était... Oui, il y en a avance. Non, mais au final, c'était soi-disant pour qu'on ait rapidement, qu'on puisse être dans... Parce qu'on avait dit, on l'a dit sur ce plateau, on ne fait pas une réforme constitutionnelle comme ça. C'est pas... on en voit une toutes les 20 ans. Bon, mais c'est pas tous les 20 ans, mais c'est pas grave, il y aura peut-être des exceptions, c'est ce que Macron a promis, et vu que tout le monde, dès que Yoka ou Macron, depuis Charles Kawe Macron, depuis Letchimy Kawe Macron, tout le monde a dit je suis satisfait, bon, eh ben on va essayer d'être satisfait aussi, puisqu'on se dit que ça va peut-être faire progresser le schmilblick. Moi je vois que Macron est élu depuis 2017, que depuis 2017 il nous fait des promesses, et depuis 2017 les prix de l'alimentation ont augmenté, le prix de l'eau a augmenté, le prix de l'électricité a augmenté, le prix des voyages a augmenté, la vie est devenue plus compliquée, le chômage a augmenté, les difficultés d'accès à la santé ont augmenté. Bon, est-ce que je continue? Le chlordécone, c'est toujours pas réglé. Et Yoka fait rôle que c'est le premier plan chlordécone que Yoka fait. On est quand même à l'opus numéro 7. D'accord? Donc, je sais pas. Moi, la poudre de perlimpinpin, les espèces de paillettes. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de com'. Je pense que par contre le président Chalus comme le président Letchimy ont envie de croire à un certain nombre de choses, ou en tout cas de ne pas totalement décourager leur population. Je leur tire mon chapeau pour cet optimisme, mais je précise quand même que le mandat de M. Macron est presque terminé. Et les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Tu comprends? Alors, Madame Delors, merci. Est-ce oui à tes propos? Oui, mais j'essaie d'être ironique quand même. C'est sûr. Tu essaies. Je ne suis pas vraiment. Oui. C'est vrai que ce vendredi, 19 octobre, les élus ont été reçus par la moitié du gouvernement, par la première ministre et le président. Alors, à l'ordre du jour, il y avait 2 points. Il y avait un point sur la révision institutionnelle et puis un point sur le SIOP. Alors, quand on regarde, la première remarque, c'est la façon dont on a traité l'information. Et cette manière de traiter l'information, pour moi, elle est problématique. Pourquoi? Parce que on nous dit que les élus sont satisfaits, plutôt satisfaits. Mais on ne dit pas pourquoi ils sont satisfaits. Et ils ne disent pas pourquoi ils sont satisfaits. S'ils sont satisfaits qu'on ait mis de côté la réforme institutionnelle que voulaient certains, et notamment le président de la CTM, ou bien s'ils sont satisfaits des engagements concernant le SIOM, c'est-à-dire le comité interministériel pour les Outre-mer. D'accord? On ne dit pas ça. Donc, la manière dont on traite l'information peut prêter à confusion et peut même parfois désinformer.
Donc, qu'est-ce qu'on constate? La deuxième remarque, le président de la République a mis totalement de côté la révision constitutionnelle pour les Outre-mer. Autrement dit, la révision constitutionnelle, c'est pour la Nouvelle-Calédonie. Terminé. Il n'y a plus rien à voir. Donc, qu'est-ce qu'on propose? Ah oui, 2 experts viendront juger de la pertinence de la proposition du président de l'exécutif de la CTM et des élus. Donc, 2 experts vont juger ça. C'est quand même surprenant qu'on n'ait pas de réaction de ceux-là même qui avaient fait de la révision constitutionnelle quelque chose de très important. On ne nous a pas entendus. Donc, la seule chose que l'on sait, c'est qu'ils sont satisfaits, n'est-ce pas, du SIOM. Mais pour être précis et juste, il faut préciser qu'un certain nombre de journalistes, que ce soit Abondamment Jacques et Jean-Marc Party, n'empêche qu'on tentait de montrer que il n'y a pas tant de satisfaction que ça. La deuxième remarque qu'on peut dire quant au fond, c'est que il faut qu'on apprenne à prendre du recul par rapport aux événements de façon à les analyser dans leur totalité. Et moi, je crois que il faut de plus en plus que le traitement de l'information puisse permettre aux Martiniquais de bien saisir les enjeux pour éviter le piège qu'on a eu pendant la période du Covid où il y a eu des incidences malheureuses. D'accord? Donc, moi, je pense qu'il faut de plus en plus qu'on soit beaucoup plus précis et que les élus eux-mêmes précisent leur état de satisfaction sur les 2 thèmes. Et donc, il y a des efforts à faire et c'est ce que je souhaite. Voilà, merci. Alors, Philippe, mais je voudrais dire que le président de la CTG, lui, ne m'a pas paru du tout satisfait. Hein. Comment il s'appelle? Enfin, Serville, Gabriel. Serville. Oui, tu m'interromps, moi je réponds. Bon, sur la première remarque que tu faisais relativement à la Guadeloupe, après discussion avec mes amis guadeloupéens, le voyage du ministre était prévu à cette époque-là. Hein. Déjà, pour la DGAD. Oui, c'était déjà prévu. Okay. Pas pour la DGAD, mais c'était déjà prévu. Donc, les choses ont été facilitées à ce niveau-là. Eh bien, j'ai entendu les commentaires, il y en aura d'autres certainement, mais j'ai pas totalement la même opinion que vous, pas totalement, ok? Mais j'ai des réserves, hein, j'ai des réserves. Alors, pour la réforme constitutionnelle, pour qu'il y ait une réforme constitutionnelle, il faut qu'il y ait un projet. Or, à ma connaissance, hein, le projet n'est pas prêt. Ok, je vous le dis, c'est pour ça qu'il y a 2 experts qui vont être nommés pour voir les propositions qui sont faites. Ok. Qu'est-ce qui peut être positif? Je crois qu'il y avait 72 mesures qui avaient été annoncées dans le cadre du SIOM. Ok. Et il y a un agenda qui est prévu pour superviser l'application de ces différentes mesures et il y aura un comité, un conseil organisé tous les 4 mois. Non, c'est quelque chose quand même, ok? Et je vous signale quand même, et moi je crois en l'appel de Fort-de-France, ok? C'est peut-être mon rêve, je suis totalement libre, hein? Mais j'y crois. On a saisi des opportunités et il y a un échange qui est en cours, des procédures qui sont en cours, ok? Et la réforme constitutionnelle, bien sûr, le projet n'est pas prêt, donc on ne va pas pouvoir la mettre sur rail tout de suite. Donc, il faut l'étudier. Mais elle n'est pas nécessairement rejetée. Et je crois que ce qui est important dans ça, c'est que les politiques de l'outre-mer se réunissent. Et c'est la possibilité d'avoir des échanges.
Et à ce niveau-là, moi, je crois que c'est extrêmement positif que l'on puisse évoluer dans ces nouveaux regards. Par contre, je suis critique, c'est que il faut travailler et par conséquent, il faut que les projets soient prêts. Ce que je peux dire humblement, c'est que pour le moment, je n'ai pas vu apparaître le projet de réforme constitutionnelle ou institutionnelle. Ce n'est pas nécessairement tout à fait la même chose. Et ce que je voudrais dire en plus, qu'effectivement, c'est clair et net, on ne sera pas dans le train de la Nouvelle-Calédonie. Hein. Mais oui. En tant que juriste oui. et en tant que PPM, tu devrais faire partie de ceux qui peuvent mettre ce projet sur... Écoute-moi, j'ai l'âge de la retraite, n'est-ce pas? Et je ne fais partie d'aucune organisation politique, ok? D'accord. Je suis PPM, oui, c'est vrai, par fidélité, et je suis surtout césarien. J'ai pas dit césariste, j'ai dit césarien. Il y a une nuance importante. Non, mais alors, pardon si j'ai mal formulé. Ce que je voulais dire, c'est qu'on a besoin d'experts de Martinique aussi qui fassent naître ce projet. Oui, mais absolument. On nous fait venir des gens de France pour parler de nos projets, Alors, je ne sais pas, c'est le gouvernement qui a désigné. Les Martiniquais, on ne les fait pas venir, on les invite pas. Est-ce que tu crois qu'il ira s'il n'est pas invité? Ben oui, c'est clair. Bon. Écoutez, effectivement, nous avons sur place des gens qui connaissent. Moi, je ne suis pas publiciste, je ne suis pas politologue, mais je sais que j'ai des collègues hautement compétents et qui peuvent intervenir en la matière. Je sais que moi, en tant que m'occupant de l'octroi de mer, je suis sollicité j'attends d'être sollicité pour les travaux. Mais je suis de ton avis. On a un certain nombre de collègues, tant guadeloupéens que guyanais ou martiniquais, hautement compétents dans ces domaines, et il serait intéressant de pouvoir les appeler. Alors moi, ce que je dis, c'est que les choses risquent d'avancer, mais il nous appartient à nous, ultramarins, de travailler assez rapidement et de présenter les projets qu'il faut présenter et d'être à l'heure du rendez-vous. Car le temps est court, c'est vrai. Christian ? Moi, écoute, je suis un peu désabusé, moi. Je ne sais pas si je peux être optimiste. J'ai envie d'être tout le temps optimiste, y croire, etc. Mais bon, moi, j'ai lu ce qui a été publié, j'ai lu la conférence de presse qui a été faite, etc. Je vois que tout le monde crie au succès, que on a examiné les 72 mesures du SIOM, que la première ministre est là, avec le ministre également, et puis tout le monde, le ministre de l'Intérieur aussi, et que finalement les choses ont l'air d'être prises sérieusement en compte, et que... moi je voudrais bien. Les 72 mesures, est-ce qu'on peut me dire aujourd'hui, dans ces 72 mesures, c'est quoi les 5 priorités? Ces priorités, ou ces 72 mesures, qui est référent? Est-ce qu'il y a un consensus entre les élus? Qui est référent pour la mesure 1, la mesure 12, la mesure 24? Qui est référent? Dans quelle concertation? Avec quelle équipe on la met en place? Quels sont les objectifs pluriannuels? Quels sont les objectifs de la première année? Avec quel financement? Quels sont les critères d'évaluation? Qui va les mener? Avec quelle administration? Qui y a derrière? Bon, je lis les mesures. Certaines sont très intéressantes. D'ailleurs, toutes sont intéressantes pour la Martinique. Mais il y en a déjà eu 50 000 pendant 50 ans. Et moi, je plaide contre les catalogues. Je plaide contre les dictionnaires de beaux mots et qui sont stériles. Comment? Il vaudrait mieux 2 mots créoles bien structurés, bien organisés, avec un peuple derrière pour faire avancer les choses. Donc je ne sais pas où on ira. Ensuite, je vois que sur le deuxième thème, c'est la question de la Constitution, en fait de la révision constitutionnelle, de l'avancée institutionnelle, etc. Macron, il a rien dit de nouveau, hein. Il a rien apporté. Il a dit, s'il y a, je lis ce qu'il a dit, la fin de sa phrase, si le consensus se dégage en ce sens, cela donnera lieu aussi à des évolutions du texte constitutionnel. Mais il n'y a rien d'écrit, il n'y a rien de précis, puisque les élus, pour l'instant, n'ont rien demandé de précis.
D'accord ? Donc, alors, moi, je lis dans ce qui a été publié, qu'il y aura une consultation entre le 1er novembre 2023 et le 1er février 2024 pour créer une espèce de consensus entre élus, etc. Je dis attention, on peut croire qu'on va dans le bon sens et on peut créer des conditions pour aller dans le mauvais sens. Parce qu'aujourd'hui, avec les moyens qui sont là, l'administration qui est là, enfin l'institution qui est là, l'administration qui est en place, avec les responsabilités institutionnelles qui sont les collectivités du Nord, du Sud, est-ce que ce que nous faisons fait vraiment avancer les choses, comme a dit Béatrice, sur la question des prix, sur la question de l'eau, sur toutes les questions fondamentales qui ont été éliminées. On a l'impression, au contraire, que l'administration des collectivités est relativement paralysée et n'est pas encore en mesure de mener à bien la politique en faveur de la population martiniquaise avec les outils qu'elle a et avec les moyens qu'elle a déjà aujourd'hui, avec les compétences qu'elle a déjà aujourd'hui. Je vous signale simplement que si jamais la collectivité de demain a les compétences en matière de santé, mais le coût de la santé, c'est plus que le coût de l'actuelle collectivité territoriale martiniquaise. Et qu'il faut une sacrée administration, compétence derrière pour mener les choses. Alors, dans tous les domaines, je crois qu'il faut aller vite, mais nous, qu'à dire en créole, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Donc, on a un boulot, il y a un boulot d'organisation, de méthode, de stratégie à mettre en place avant de chercher de façon boulimique pour essayer d'avoir du pouvoir qui va tourner en rond, parce que je prends l'image que dans le piège qui nous est tendu. On veut monter la montagne Pelée. En haut de la montagne Pelée, c'est là que nous voulons aller. Parce que c'est là l'égalité, c'est là le développement du pays, c'est là l'objectif pour que la Martinique décolle. Mais pour l'instant, nous sommes sur des routes qui ne font que le tour de la montagne. On monte, on redescend, on monte, on redescend. Nous sommes en train de nous battre pour avoir un peu plus de moyens pour faire de belles routes, pour monter, redescendre un peu, et faire le tour, mais pas pour accéder en haut. Je préfère que nous ayons, nous, les moyens, que les élus se disent, nous travaillons ensemble, la population ensemble, nous faisons une petite route, mais nous montons. Il ne faut pas aller nous monter, nous qu'à monter. C'est monter, nous les monter. Et ne restons pas dans le piège qui consiste à dire, oui, on fera, on vous donnera des pouvoirs, mais pour faire quoi ? Pour dégoûter la population, parce que nous n'aurons pas les moyens de mener la politique qu'il faut pour dire, oui, nous avons créé 3 000 emplois. L'année prochaine, nous en créons 3 000 autres, etc. Oui, les terres fertiles, les terres en friche, nous faisons que la collectivité martiniquaise les prenne et les mette au service des petits agriculteurs. Oui, les prix sont trop forts, eh bien nous cassons les monopoles, nous créons ce qu'il faut comme organisation commerciale pour que les prix baissent, etc., etc. Il y a toute cette politique. L'enseignement, pourquoi cet écart entre ceux qui échouent toujours, la grande masse, et les quelques petites élites qui réussissent ? Nous voulons une politique de l'enseignement adaptée. C'est la petite route. Faisons la petite route ensemble. Ben, je crois que tout ce que tu viens de dire là mérite d'être repris peut-être par ceux qui vont préparer ce travail quand même. Je voudrais dire deux, trois choses. La réforme constitutionnelle, bon, c'est une réforme. Il faut voir ce qu'on y met et comment c'est fait. Pour le moment, moi, je n'ai à mon niveau aucun écho. Mais s'agissant de la réforme institutionnelle, que je considère comme différente, ce n'est pas nécessairement une réforme constitutionnelle, la modification de la Constitution en tant que telle. C'est la possibilité de trouver à partir du droit interne existant des instruments qui nous servent à développer. On a des exemples. Les groupements d'intérêt public, c'est un exemple. Il y en a eu un en matière de sargasses, qui semble-t-il. OK. Et je pense que ce type d'institution a un avenir. Tu parles effectivement de l'enseignement, de faire en sorte que la formation corresponde, n'est-ce pas, aux besoins de développement. Eh bien, je crois que une des solutions peut se trouver dans un groupement d'intérêt public, économie, politique et universitaire et monde de l'enseignement. Il faut qu'on arrive à ça, qu'on se retrouve effectivement, tu as raison, et qu'on discute effectivement des projets qu'il conviendrait de mettre en œuvre. Je crois qu'il faut faire la distinction, et la réforme constitutionnelle, je pense que ça doit démarrer. Je ne sais pas, moi, quels sont j'ai écouté quelques collègues qui ont été consultés
par la CTM. Mais l'idée qui semble ressortir de cela, c'est la refonte des articles 34 et 37, avec la possibilité pour ces collectivités de pouvoir choisir les éléments qui satisfont le mieux leur développement. Okay. Alors, la position des différents territoires ne sera pas la même. La Guyane veut aller beaucoup plus loin et ils ont des objectifs différents. Mais moi, je pense que pour aller dans ce sens-là, il faut quand même avoir un projet de développement économique. Il faut savoir les caps que l'on doit avoir. S'agissant, par exemple, de la réforme de l'octroi de mer sur laquelle je travaille avec mes collègues, bon, on a les différents scénarios, mais que faut-il privilégier? Dans quelle direction doit-on aller? Ça, ce sont des éléments extrêmement importants. Voilà ce que je veux dire. Béatrice, tu voulais plus parler de ça? Oui, mais si. Mais enfin, pareil, il nous faut 36 000 émissions pour poser peut-être des problématiques et donner ce que l'on considère comme étant des potentiels éléments de réponse. La réalité, quand même, disons-le, c'est nous, alors que c'est ce que nous étions allés chercher depuis un certain temps, que nous négocions depuis un certain temps, nous ne serons pas dans le train de la réforme constitutionnelle. Bon, pourquoi? Parce que les Calédoniens ont un projet. Ils ont déjà travaillé. Et d'ailleurs, ils ont travaillé avec des très bons universitaires, dont certains qui étaient des universitaires martiniquais. Il faut expliquer. Alors, le président Letchimy a précisé que de toute façon, aucune réforme constitutionnelle et institutionnelle ne se ferait sans l'avis des populations. Mais comme le dit Christian, tout de même, tant qu'on n'expliquera pas l'objectif réel que l'on nourrit dans le changement des outils de développement, tant on n'expliquera pas ce que Philippe a dit, quel est le développement auquel on veut aboutir, qu'il soit économique, qu'il soit social, qu'il soit éducatif, qu'il soit en matière de santé, tant qu'on ne dit pas nous voulons des nouveaux pouvoirs pour ça. Voici, moi aujourd'hui, et je le dis souvent, je suis incapable de savoir, dans les mandatures qui sont passées, notamment à la région et à la CTM, je suis incapable de me figurer de ce que peut être la Martinique rêvée de ces personnes. D'accord? Parce qu'il faut emporter les gens. Le jour où il faudra faire voter des Martiniquais, il faudra les emporter avec autre chose que de la haine. On peut défendre les siens sans détester les autres. C'est pas tout de dire la France, le papa blanc, le machin, nanana. Il faut qu'on puisse apprendre à s'aimer et puis il faut faire un modèle de société qui nous corresponde. Voilà. Et jusqu'alors, pour l'instant, je ne sais pas celui qu'il est. Moi non plus, je n'ai pas d'éléments. Je sais en revanche que le président Letchimy est allé aussi présenter sa volonté de réforme constitutionnelle devant les groupes parlementaires et notamment devant le groupe parlementaire socialiste qui apportera son soutien. Mais dans la mesure où il y a un projet. Et je trouve finalement presque plus délicat, quelque part, le gouvernement qui renvoie aux calendes grecques pour ne pas dire, mais zot kavin, ni zot là en bagaille, zot poko savent ça, zot les. Parce que c'est ça la réalité. Et c'est pour ça que la Nouvelle-Calédonie, en revanche, va passer tout de suite. D'accord. Oui, mais je voudrais quand même dire et redire une chose, c'est que on entretient sans cesse une confusion entre institutionnel et constitutionnel. En aucun cas, en lisant les uns les autres, il y a une volonté de changer la Constitution par les personnels élus politiques martiniquais. Ils veulent des transformations institutionnelles, plus de pouvoir, plus de compétences, autrement dit, une décentralisation améliorée. D'accord? Donc, en aucun cas, on ne veut que la Constitution change pour un pouvoir qui serait proprement martiniquais au sein de la République. Et donc, cette confusion-là, elle est sans cesse entretenue, ce qu'a bien compris le gouvernement. Il dit, ce qui est à l'ordre du jour pour les Outre-mer, c'est pas la révision constitutionnelle. Il a bien lu et il a bien compris. Ce qui est à l'ordre du jour, c'est une enquête faite par les experts pour juger
du bien fondé et de la pertinence de différentes propositions. Il met tout le monde d'accord. Bien. Philippe? Oui, je voudrais revenir sur le concept d'institution. Les institutions peuvent découler effectivement de la Constitution ou du droit interne. Et c'est ce que je voulais exprimer. Quand on parle de réforme institutionnelle, ça peut concerner effectivement la réforme de la Constitution, mais ça peut aussi concerner le droit interne et l'invention de nouvelles institutions à partir du droit interne. Mais enfin, d'après ce que j'ai lu, dans le communiqué de presse que j'avais lu, la procédure de réflexion est en marche. S'agissant de la Nouvelle-Calédonie, je vous signale qu'il y avait des engagements très précis et que l'histoire, n'est-ce pas, le rappelle. Donc, effectivement, la révision constitutionnelle avait été promise. Alors, les politiques pensaient pouvoir en profiter pour être dans le même train, mais là, non, pas prêt. Donc, mais le discours tenu par Monsieur le Président de la République semble continuer à ouvrir la possibilité de discussion. Mais là encore, on va nous amener deux experts qui vont essayer de nous inspirer, je ne sais pas comment le dire, mais il aurait été beaucoup plus intéressant d'avoir déjà la réflexion entamée et des projets à présenter. Alors, moi, ce que je voudrais dire, c'est... Tu as raison, bébé, quand tu dis que tout ça, le Martiniquais a besoin de savoir comment on va développer le pays, comment il va manger, parce qu'il y a des problèmes sur la violence, il y a des problèmes sur... On a passé un reportage sur RFO dernièrement. 800 €, monsieur, qu'il a comme retraite. Comment il peut vivre avec ces 800 €? Ce sont là, je pense, ces points-là qui vont faire que la population va se sentir concernée. Si on doit faire après ça un vote, je ne veux pas être pessimiste, mais je vois déjà quel sera le résultat du vote. Alors, la contribution des DITES, ça c'est quelque chose dont on a parlé une fois. On avait fait une interview. Voilà, mais pourquoi ne pas proposer ça à l'équipe qui doit bosser sur la constitution de... Moi, j'ai fait... je pense que l'idée est venue à la suite du débat là, sur la TV avec Marajo. Marajo, oui. Bon, qui m'a dit, moi j'ai dit, je pense que le problème que nous avons, quand je dis nous, je me mets dedans, dans la Martinique, c'est ce que tu as dit aussi tout à l'heure, avoir une stratégie. On peut ne pas être d'accord, mais avoir une stratégie de développement, c'est ce que tu as dit aussi. Et pas et savoir où on va, c'est ce que j'ai dit, quelles sont les priorités, quel est le chemin où on veut aller. Et donc, et puis en plus, est-ce que ça concerne seulement l'économique ou est-ce que ça concerne le pays Martinique? L'économique, la société, la culture, l'enseignement, enfin tout. Moi, je pense que ça doit concerner tout, parce que le tout conditionne l'économique. Donc, le malheur, c'est que pour l'instant, j'ai le sentiment que dans la vision de la majorité des élus, le développement, c'est une affaire de technique. Et on s'occupe de la technique, de ce qui est permis par la réglementation en place, au plan économique. On rentre dedans, sans se rendre compte qu'on est prisonnier de la logique des rapports tels qu'ils existent aujourd'hui entre la France hexagonale et nous. Et partout, on cherche à régler des problèmes comme ça, techniquement. Ça fait, encore une fois, 50 ans. On ne s'en sort pas comme ça. Bon. Or, la solution, ce n'est pas seulement une réforme institutionnelle. Puisqu'on peut avoir une institution qui aura des pouvoirs, peut-être qu'il faut réformer la Constitution, je n'en sais rien, on verra, qui donne des pouvoirs, et que nous ne serons pas en capacité d'assumer parce que nous n'avons pas la formation, les cadres, les moyens, l'expérience, l'organisation et la vision stratégique. Donc, tout le monde doit contribuer. Pour qu'on ne dise pas qu'on a contribué, chacun à son niveau fait ce qu'il peut. Moi, j'ai dit, je me lance dans le débat. Et dans le débat, j'ai fait 10 thèses pour le développement du pays, de la société martiniquaise. Et je l'ai diffusé sur tous les réseaux sociaux. Donc, ça qui n'est qu'à garder, ce n'est pas... Ne dis pas, c'est ça qu'il faut faire. Je dis, c'est rapidement une contribution au débat, des idées. Ce n'est pas un plan de développement, c'est des idées sur le fait qu'il faut une stratégie. Bien. Très bien. Là, on arrive déjà à la fin. Malheureusement, ça va vite. Et
La mise en place d'un appel à projet outil pédagogique pour l'enseignement du créole à l'école a été adoptée à l'Assemblée de Martinique en séance plénière fin juillet. Je me pose la question, est-ce que vraiment, en ce moment, c'est ça le plus important pour la Martinique? C'est une question sur cette histoire de créole. Oui, Philippe. Oui, effectivement, c'est pas la priorité des priorités. D'ailleurs, si on met cette priorité-là au niveau de la réforme constitutionnelle, donc faire du créole, n'est-ce pas, la deuxième langue, la langue officielle, l'une des langues officielles, je crois que la réforme constitutionnelle sera envoyée au calendrier grec, parce que là, ce sera une réforme extrêmement difficile. Par contre, moi, ce que je pense, c'est que le fait, effectivement, d'avancer le créole dans cette voie, c'est un acte symbolique fort, effectivement, de la prise de conscience de notre réalité en tant que peuple. Et je crois que c'est un liernage extrêmement important. Et dans cet ordre d'idées, l'appel à projet qui est lancé par la CTM est extrêmement intéressant. La possibilité, c'est adresser un appel aux éditeurs, hein, c'est la possibilité pour eux d'inventer un manuel à destination des élèves, n'est-ce pas? Je ne sais plus de quelle classe à quelle classe, et à destination des enseignants. Et je crois que là, c'est une initiative, celle-là est intéressante, à mon avis. Personnellement, s'il y a des cours d'organiser, j'y vais. Parce que je sais pas écrire et je sais pas lire le créole. Mais oui, tu sais pas lire? Moi, ça va lire. Mais on sait, mais on sait comment parler. Enfin, on sait parler mais je créole. veux dire par là que c'est important. Parler le créole, c'est le lionnage. On discute normalement créole et maintenant j'ai la sensation. Vous regardez moi comme ça, elle est insolente, bon. Mais je veux dire par là que je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais le fait de parler le créole, ça passe mieux qu'auparavant. Moi, je sais qu'au début, lorsque je m'adressais au créole, il y avait une sorte d'hésitation, d'interrogation. Mais maintenant, on fait partie du même monde, de la même culture, et il y a un lien qui se forme. Et sous cet aspect-là, je trouve que cette initiative-là est extrêmement intéressante. Béatrice. Alors, c'est l'initiative d'ailleurs de l'élu délégué, je crois, aux questions culturelles. Alors, je ne connais pas trop bien son titre, mais c'est Madame Michèle Monrose, que je trouve très pertinente et qui a toujours des interventions. C'est occupé de faire la dictée créole. Aussi. Qui a un créole presque parfait, si on considère que nous sommes parvenus à créer d'ores et déjà une perfection. Mais ce créole presque parfait, est-ce que tout le monde le parle? Non, est-ce qu'on ne le parle pas plus simplement? Non, mais il faut se dire que la langue créole est une langue jeune. Donc, mais il y a plusieurs créoles. Hein? Oui, mais en tout cas, même au sein de la Martinique. Alors, le martiniquais, en tant que langue, est jeune et donc il a vocation à évoluer. Et je pense que peut-être que dans les étapes qui vont venir, il y aura aussi le bien fondé de faire des études sur des espèces de créolistique, la création des mots. Peut-être qu'il y aura des nouveaux mots. Enfin, aujourd'hui, on n'est pas quand même capable, en matière scientifique et sur tous les sujets, de pouvoir les traduire dans notre langue. Alors, je l'ai écoutée d'ailleurs, Madame Monrose, et elle a parlé de glottopolitique. Elle a dit c'est une initiative de glottopolitique, c'est-à-dire la glottopolitique, c'est la discipline qui lie justement les langues à la politique et qui montre comment en fait la langue interagit avec l'idée d'identité, l'idée de peuple. Donc rappelez-vous quand même, dans les autres émissions on l'a dit, n'oubliez pas alors des notions qui ont évolué, le territoire, la langue, le peuple, le drapeau et tout ça. Il fut un temps, il y avait la religion, mais on n'a plus la religion. Donc l'objectif, c'est de réguler finalement cette place, donc de la faire supplanter, parce qu'on a vu qu'il y avait de la faire supplanter ou de la mettre à égalité, cette place du créole finalement dans la vie. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est ce qu'il faut rappeler aux gens,
Rapidement, bébé. Très rapidement. Philippe le disait, il y avait une gêne avant, parce qu'il y avait une interdiction, on l'a déjà dit, c'était pas obligatoirement de bonne loi que de parler créole à tout le monde. Bon, ça évolue. Et puis ce qu'il faut dire aux gens aussi, parce que l'une des raisons qui est évoquée, outre le fait que c'était une langue de paysans, c'était que si les Tchamaïla n'ont pas les créoles, le Kepsa pas les français, ce qui est faux. Alors il faut le dire à tout le monde. Votre enfant qui sera soumis de façon régulière à plusieurs langues, 1, développera des capacités cognitives, 2, saura lire avant les autres, probablement, et 3, aura un développement de toute façon de ces interactions dans son cerveau qui seront plus rapides. Donc, parlez créole à vos enfants, parlez leur français, ne vous gênez pas, et je crois que cette initiative, moi je la trouve en matière éducative intéressante. Alors, Christian, sur ça, moi je rappelle une chose, c'est que tous les débats que je regarde à la CTM, j'entends pas parler créole. Eh ben ouais. Donc il faudrait peut-être commencer par là. Le répondeur à la CTM, il faudrait peut-être... Encore s'il parle dans les débats, il parle. Moi, pour aller vite, je voudrais, avant même d'entrer dans le débat, vraiment saluer ceux qui ont bossé dessus, qui bossent dessus, qui essaient de comprendre qu'aujourd'hui, il faut codifier le créole, qu'il faut le faire avancer, etc. Et c'est évidemment le professeur Jean Bernabé qui nous a quittés, c'est Raphaël Confien et Chamoiseau, et puis c'est des copains comme Mandy Bellet et comme Robert Nazaire qui a fait une grammaire là, extraordinaire. Enfin, ce sont des gens qui ont donné leur vie sur ça. Donc vraiment, je tiens à les féliciter pour ça. Après, moi, je pense, pour avoir lu des écrits de spécialistes dessus, avoir écouté ce que ces gars-là ont dit, et puis des écrivains qui ont fait d'Amérique latine, qui ont fait des colloques sur l'espagnol aussi, le rapport avec l'espagnol, le portugais, les langues. En fait, le français n'appartient pas aux Français. Le français nous appartient aussi. Nous le réintroduisons dans notre culture, nous le maîtrisons, et nous en faisons une langue créolisée, le français. Créolisé au sens de créole, de glissant, en glissant. Le créole, il fait partie de notre identité. Donc si on le porte pour qu'il aide la population martiniquaise à s'émanciper et qu'on le codifie pour qu'il devienne une vraie langue et que demain il soit à la même hauteur que les autres langues, tant mieux. Tant mieux. Et il nous permettra d'évoluer dans le monde avec. C'est tout ce que je veux dire. Alors bon, est-ce que c'est aujourd'hui une priorité des priorités? Je dis peut-être pas, quoi. Hein, bon, hein, pas plus que peut-être le drapeau, que l'hymne ou qu'autre chose, quoi. Hein. Mais bon, est-ce qu'il faut être contre? Non, je suis pas contre. Bon, ben vous le faites, quoi. Mais soyons sérieux, il y a des problèmes aussi. Ça, c'est sérieux pour l'identité de la culture martiniquaise, mais il y a des problèmes. Vous avez parlé de 800 € de retraite de gens. Mais c'est une retraite. Il y a beaucoup de gens qui ont été dans l'agriculture, etc., et pour lesquels on n'a pas cotisé et tout ça, ou qui étaient des petits agriculteurs qui touchent le minimum vieillesse aujourd'hui. Donc, c'est vraiment... Il y a des problèmes. Marie-Laurence? Oui, merci. J'ai eu l'occasion de dire que la question du créole comme langue officielle, le peuple martiniquais n'a jamais rien demandé de ce type. Et tout le monde le sait. D'accord? Donc, ce qui le préoccupe, c'est d'abord la question sociale. Et la question sociale est la question sanitaire. Et pour revenir à cette proposition d'appel à projet, j'ai envie de dire, ce n'est pas du rôle de la CTM de s'intéresser et de parler à la place de professionnels, d'acteurs et, je dirais, de spécialistes du créole, dont tu as cité le nom, Robert Nazaire, Bernabé, et Confiant, et bien d'autres. Il y a donc une fuite en avant, et la CTM ne peut pas remplacer la parole de ces experts créolistes. Donc, et d'ailleurs, le rectorat l'a bien compris, qui attend le point de vue et la continuation du débat là-dessus. Et donc, par conséquent, les questions pédagogiques et les questions didactiques, ce sont des questions qui intéressent d'abord les créolistes. Et donc, ce n'est pas à la CTM de jouer toujours le premier de la classe et avancer, et dire, c'est moi qui propose, etc., alors que
il faut par ailleurs se ranger aux experts. Chacun son métier. D'accord? La CTM gère, les créolistes et les experts font leur travail et feront des propositions. D'ailleurs, il y a un ouvrage remarquable de Robert Nazaire sur cette grammaire comparée entre créole et français. Et moi, je me dis qu'on a les compétences, laissons ces compétences s'exprimer. Pour terminer le tour de table, oui. Juste, je ne suis pas totalement de ton avis. La CTM ne prend pas la place des experts, auxquels je revois. Jean Bernabé était un ami personnel, un homme que j'admirais beaucoup, de même que Raphaël Confiant. Mais là, la CTM prend l'initiative d'appel à projet pour l'enseignement du créole. Donc, ce n'est pas la CTM qui va élaborer le projet. Les spécialistes vont pouvoir répondre à l'appel à projet et à partir de là, eh bien, des discussions se feront. Mais ce sont les spécialistes qui auront la parole pour les projets qu'ils présenteront. Merci beaucoup à tous les quatre, une fois de plus, pour avoir rehaussé avec vos propos l'émission. Tu es stupéfaite que je dise ça? Non, je suis touchée. Ah, tu es touchée, très bien. Merci. C'était un grand plaisir d'animer cette émission avec vous quatre. Christian, que je ne vois pas tout le temps. Marie-Laurence non plus. Donc, merci, vraiment. Merci. Là aussi, c'est une contribution. Merci à tous ceux et toutes celles qui nous ont écoutés. Et puis, merci à toi, Manu. Merci beaucoup. Qui nous écouteront. Voilà. Et puis, je milite pour que ces 10 thèses soient lues parce qu'on en a parlé dans une émission ici avec Christian et c'était vraiment de belles propositions. Voilà. Merci à tous. Bonne semaine, bon week-end et bonne semaine. Merci. À bientôt. Bye bye. Merci bien. Merci.